Ils l'ont invoqué en tant que héros et l'ont transformé en cauchemar. Pour survivre, il a bâti sa propre faction dans l'ombre et est devenu le roi des morts. Après avoir tué le roi démon, ils l'ont renvoyé chez lui comme un simple outil usagé. Maintenant, son empire de morts-vivants est hors de contrôle, alors ils l'ont rappelé pour régler le problème. Le rebondissement. Le royaume veut sa mort et a envoyé sa propre sœur et ses camarades de classe traquer le roi cadavre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est parti! Cette histoire commence avec l'armée du roi démon qui voulait anéantir le monde se faisant détruire par un groupe mystérieux mené par un humain. Apparus de nulle part dans ce monde, ils ont gagné en puissance et ont tout balayé sur leur passage, tel un ouragan battant tout le monde avec leurs plus puissants guerriers, les ailes de faucon. Finalement, les guerriers ont placé un couteau sous la gorge du roi démon. Le souffle court, il leur a demandé « Qui sont-ils » Un homme portant un masque de crâne s'est présenté comme étant le roi des morts. Le chef de Helheim, le roi des morts, a informé son équipe que tout était fini et leur a ordonné de se retirer. Mais peu de temps après, le roi des morts a soudainement disparu. Le protagoniste s'est réveillé dans sa chambre, a arrangé ses cheveux et a pensé que ce n'était qu'un autre rêve. Le protagoniste savait que le roi des morts de l'enfer était en réalité un homme nommé Isaki Shio. C'était un lycéen ordinaire. Mais un jour, toute sa classe a été invoquée dans un autre monde. Cependant, il a perdu ses camarades un par un et s'est finalement retrouvé seul. Isaki, obsédé par la vengeance, s'est transformé en roi des morts. Il a rassemblé une armée capable de s'opposer au roi démon et a créé une société secrète appelée Helheim. Finalement, le roi des morts a vaincu le roi démon, après quoi il a été renvoyé dans le monde ordinaire où cette histoire commence. Il s'est pris la tête entre les mains et a commencé à souffrir. Quelle honte! C'est quoi ce délire avec Helheim et quel genre de roi des morts à la con? Isaki, les larmes aux yeux, a pensé qu'il aurait été préférable que son syndrome du collégien meure avec le roi démon. Le protagoniste était assis dans le cabinet du médecin et pensait au fait qu'aucun de ses camarades de classe n'était revenu. Il a tristement réalisé qu'un seul mois s'était écoulé dans le monde réel, mais qu'il lui avait fallu 5 ans pour revenir à une vie normale. Isaki repensait aux souvenirs de ses amis, de la fille qu'il aimait et même du gars avec qui il ne s'entendait pas tous morts. Il s'est dit qu'il ne les oublierait jamais. Le protagoniste s'est giflé et a compris qu'il devait se ressaisir. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de remise des diplômes dans son ancienne école. Il devait donc continuer à avancer même avec la culpabilité du survivant. Il a franchi la porte et a vu la fille et la surprise se lisant sur son visage. Le protagoniste a compris que c'était la scène d'un commencement inoubliable. La fille aux cheveux blancs lui a fait un signe de la main et a dit que ça faisait un bail qu'ils ne s'étaient pas vus. Elle l'a gentiment appelé par son nom, ou plutôt le roi des morts. Isaki l'a regardé avec mécontentement et lui a demandé de ne pas l'appeler comme ça. Il a demandé à la fille « Qu'est-ce que tu veux ?» « J'ai déjà vaincu le roi démon. » Le protagoniste l'a regardé avec hostilité et a demandé « Qu'est-ce que tu me veux ?» La fille s'est fourré un encas dans la bouche et a dit « Eh bien, un certain gang Helheim sème le trouble dans mon monde et il faut que tu y fasses quelque chose. » Isaki a demandé perplexe « Quoi ?» La déesse l'a regardé et a répété « Helheim. » Oui, il sait. C'est la société secrète qu'il a créée. Oui, Helheim, a répondu le protagoniste avec rudesse, disant qu'il avait tout compris et lui demandant d'arrêter de répéter. Elle a levé la main et a demandé s'il savait à quel point il avait été difficile de le retrouver parmi tous ces mondes. Isaki a répondu calmement qu'on l'avait renvoyé de force et qu'il ne savait pas ce qui se passait là-bas. La déesse l'a regardé et a répondu qu'elle le savait et que c'était pour ça qu'elle était venue le chercher personnellement. Elle l'a informé que ses enfants faisaient des bêtises et qu'il était responsable d'eux. La déesse a suggéré de l'envoyer rapidement et a demandé « Un endroit au hasard, ça te va ?» Le protagoniste a demandé d'une voix forte si elle ne changeait pas de ton un peu trop brusquement. Il s'est souvenu de ses capacités magiques et a demandé « Elles reviendront, n'est-ce pas ?» Avec un sourire aux lèvres, la déesse a écarté les bras et a annoncé que tout serait réinitialisé. Toute la magie de glace qu'il avait étudiée ainsi que toutes les capacités spéciales qui avaient fait de lui un roi des morts. Le protagoniste, une expression triste sur le visage, a pensé à quel point il était désolé. Il s'est souvenu en silence de ses camarades de classe. La déesse l'a calmé et lui a dit qu'il ne pouvait rien y faire. Ça arrive à tous ceux qui quittent ce monde. Elle lui a demandé de ne pas trop s'en vouloir et a ajouté qu'il avait remboursé sa dette envers ses camarades en battant le roi démon. Isaki a serré le poing et lui a donné raison, ajoutant que c'était vrai qu'il avait créé Helheim et qu'il en portait la responsabilité. Le protagoniste lui a demandé avec intérêt. Alors qu'en est-il de leur sceau? Elle a jeté un sort autour d'elle et a répondu « Ils ont disparu. » Le protagoniste a pensé avec surprise. « Sérieusement? » La déesse l'a rassuré lui disant que ce n'était encore que des enfants et que même sans leur sceau, ils croiraient en lui et tiendraient à leur serment. C'est touchant, n'est-ce pas? Le protagoniste a baissé la tête et a dit « Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi Helheim déraille. Autre chose a dû se produire. » La déesse commença à lancer un sort. « Ô roi terrible qui règne sur la montagne des morts qui lutte les pouvoirs que t'ont conférés les cieux,
Izaki fut pris dans le sortilège et le roi des morts revint. La déesse sourit et annonça qu'il était temps pour lui de quitter sa zone de confort. Elle porta un doigt à ses lèvres et ajouta qu'elle n'avait pas l'habitude de faire ça, mais qu'elle lui laissait une petite récompense pour avoir sauvé le monde. Nilf passa la main sur le trône du roi des morts et se dit qu'aujourd'hui encore il n'était pas rentré. Elle regarda le trône et se demanda combien de temps s'était écoulé depuis sa disparition. Nilf dit à voix basse « Malheureusement sans lui, les Hawkeyes se sont dispersés. » Le roi des morts savait que c'était sa présence d'esprit et son intelligence qui assuraient la cohésion de l'organisation. Après tout, elle était de son bras droit. Nilf pleura à chaudes larmes en pensant à lui. Peu lui importait de ne plus jamais le revoir tant qu'il était en vie. La jeune femme entendit une sonnerie et des coups à la porte. Elle essuya les larmes sous ses yeux et courut vers l'entrée en se disant que seuls les Hawkeyes et le roi des morts lui-même connaissaient cet endroit. Nilf entr'ouvrit la porte et jeta un coup d'œil dehors. Garm, les larmes dévalant ses joues, lui sauta dessus et se mit à la serrer dans ses bras. La jeune femme regarda son visage taché de larmes et lui demanda pourquoi elle était là. Garm reprit son souffle et lui dit qu'elle avait senti l'odeur de leur roi des morts. Nilf écoutait les yeux écarquillés, incapable de croire que le roi était de retour. Le protagoniste se réveilla sur le sol et s'examina. Il réalisa que le transfert semblait s'être bien déroulé et décida de vérifier son statut en premier. Le protagoniste tendit la main devant lui et son statut s'afficha. Izaki. Magie disponible. Magie de glace niveau 1. Il vit la compétence bénédiction de la mort. La puissance de cette compétence dépend du nombre total de vies de créatures fauchées. 0. Le protagoniste leva la tête et regarda le ciel. Il comprit que la bénédiction de la mort, cette compétence, était la racine de tout mal. Le protagoniste savait que démon ou humain, peu importait qui il affrontait dans ce monde, car plus il gagnait, plus il devenait fort. Cependant, cette compétence simple, puissante et incomparable avait une contrepartie. L'acquisition de compétences dépend du nombre total d'alliés perdus, et c'était une façon dégoûtante d'acquérir des compétences. Izaki se souvint de la première fois où les compétences de ses camarades de classe lui avaient été transférées, et il avait cru devenir fou en revivant tout ce qu'ils avaient enduré. Il baissa tristement la tête et pensa que maintenant ils étaient tous morts. Et c'est grâce à ça qu'il avait pu tuer le roi démon. Mais le protagoniste se dit que cette fois, il ne laisserait pas cette compétence s'activer et qu'il ne permettrait pas que ça se reproduise. Il fit apparaître une lame de glace dans sa main et comprit qu'il devait d'abord les retrouver. Izaki commença à couper des branches avec la lame et se mit en route. Asha marchait dans la forêt en se disant que jusqu'à hier, c'était une forêt ordinaire. Elle transmit cette information à ses serviteurs. Ils demandèrent confus, la forêt du Griffon était gelée. Ils se mirent à discuter entre eux, se rappelant qu'à part quelques démons mineurs et des rebelles, c'était après tout une forêt ordinaire. Un garde suggéra qu'un démon spécial était peut-être apparu. Un serviteur demanda à la princesse de rester là, ajoutant qu'il enverrait des chevaliers. Asha remarqua des cristaux de glace sur le sol et s'arrêta. Elle décida qu'elle devait faire quelque chose. Après tout, elle était l'héritière de la lignée royale qui avait vaincu le roi démon. Asha s'avança et sentit un froid glacial sur sa peau. Elle comprit que c'était de la glace magique et qu'il n'y avait aucun signe de vie aux alentours. La princesse se crispa, supposant qu'il devait s'agir d'un démon puissant. Elle entendit des bruits étranges dans les buissons et les suivit. Asha dégaina son épée et se prépara à affronter le démon ou la bête. Elle vit un homme assis par terre épuisé et courut vers lui. Asha lui demanda d'une voix inquiète s'il allait bien. La princesse l'exhorta à tenir bon et lui demanda s'il avait été attaqué par un démon. Le protagoniste d'une voix basse et rauque dit qu'il mourait de faim. Asha lui offrit de la nourriture et il commença à manger. Izaki enfourna rapidement la nourriture dans sa bouche, disant que c'était si délicieux qu'il pourrait en mourir de bonheur. Voyant cela, elle lui demanda poliment de manger plus lentement. Le protagoniste la remercia et dit qu'il avait cru qu'il allait mourir ici. Elle fut d'accord avec lui, ajoutant que personne ne s'attendait à ce qu'une telle chose arrive à la forêt. Izaki remarqua le blason familial sur son plastron. Asha posa la main sur son bras et dit qu'elle avait complètement oublié de se présenter. Le protagoniste la regarda confus, attendant une réponse. La jeune femme lui demanda de ne pas être surpris, car elle était la 5e princesse du Saint Royaume de Griffil. Elle leva les mains et se présenta fièrement. Asha El Griffil. Le protagoniste, surpris par ces paroles, demanda « La 5e princesse ». Asha vit sa surprise et répondit « Oui ». Izaki la regarda et demanda « Il y en a vraiment 5 ». La princesse posa la main sur sa poitrine et répondit d'une voix forte qu'elle se tenait juste devant lui, une descendante de la famille royale qui a vaincu le roi démon il y a 5 à 20 ans. Le protagoniste tendit la main et demanda d'attendre un instant. Il marqua une pause réfléchie et dit à voix basse « La famille royale qui a vaincu le roi démon il y a 5 à 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Asha lui demanda ce qu'il marmonnait dans sa barbe et ajouta « Tu as oublié ?» Elle demanda « Comment s'appelle-t-il » Izaki tenta de se présenter, mais une épée froide fut pressée contre sa nuque et on lui ordonna de ne pas bouger. Ils ordonnèrent à la princesse de ne pas bouger, sinon c'en serait fini de lui.
Asha, la voix chargée de mécontentement, leur demanda qui ils étaient et s'ils avaient gelé la forêt. Lucas prononça le nom de la princesse et ajouta « Qui aurait cru qu'en gelant simplement la forêt, on pourrait attraper un si gros poisson ?» Il se présenta comme étant Lucas et dit qu'il venait de la société secrète Helheim en tant que membre de haut rang et chef du renseignement. Lucas posa la main sur sa poitrine et se dit ravi de les rencontrer. Le protagoniste, entendant qu'il venait d'Helheim, ajouta doucement qu'ils avaient un problème avec lui. Lucas jeta la princesse et le protagoniste au sol et les ligota. Avec un sourire narquois, il ajouta « On savait que si quelque chose de grave se passait dans la forêt, le Saint-Royaume interviendrait. » Lucas jeta un coup d'œil au protagoniste et ajouta qu'il ne s'attendait même pas à capturer un sanglier aussi rusé et avec un bonus qui plus est. Izaki gissait silencieusement sur le sol, les observant. Lucas s'assit à côté de la princesse et lui caressa la jambe. Il lui dit de ne pas s'inquiéter qu'elle serait traitée avec respect même s'il pourrait vouloir sa compagnie s'il se sentait seul. Asha furieuse le traita d'idiot et lui dit qu'il méritait de mourir 1000 fois. Lucas expira doucement et donna un violent coup de pied dans la tête d'Izaki. Le protagoniste fut projeté légèrement sur le côté par le choc. Asha lui cria d'arrêter que ce n'était pas sa faute. Lucas la regarda et dit qu'il avait entendu dire que malgré son apparence, elle possédait d'impressionnantes compétences au combat et un sens aigu de la justice. Il sourit et fit remarquer que c'était le moyen le plus simple de contrôler quelqu'un comme elle. Izaki l'interpella doucement et lui demanda qui il était. Lucas se tourna vers le protagoniste et demanda « Quoi ?» Le protagoniste dit d'une voix faible qu'il ne le connaissait pas au sein du renseignement. Lucas, dont l'expression changea radicalement, s'exclama avec colère. « De nos jours, tout le monde connaît Helheim. » Lucas écarta les bras en direction de la forêt gelée, ajoutant qu'il était l'un des membres de bas rang de la société et que cette forêt gelée était de son pouvoir. Il éclata de rire et appela ça le pouvoir de Lucas le Sage. Asha hurla « Ça suffit !» et te frappa. Lucas déclara avec colère « Elle va devoir être punie pour ça. » Il ajouta « Après tout, Helheim est une organisation maléfique et inhumaine qui dirige le monde depuis l'ombre et je vais lui montrer ma propre version de l'horreur. » Le protagoniste dit faiblement « Il n'y a personne comme ça. » Lucas le foudroya de nouveau du regard. Izaki lui demanda s'il avait entendu. Le protagoniste brisa les chaînes à ses mains et ajouta « Il n'y a personne comme ça à Helheim. » L'équipe de Lucas regarda le protagoniste avec surprise. Izaki cria avec colère. « Si seulement vous pouviez tous la fermer et écouter, » ajouta-t-il à voix haute. Tout d'abord, à quoi servent des sociétés secrètes s'il suffit de les annoncer à voix haute? Ça n'a aucun sens. Izaki fit remarquer que se qualifier de maléfique et d'inhumain est tellement ridicule. La bande se tenait là confuse, ne comprenant pas qui il était ni ce qu'il disait. Le protagoniste leur expliqua qu'il fallait se cacher dans l'ombre, avoir des motifs vagues, être insaisissables, car si le monde entier était au courant, quel genre de société secrète ce serait? Le protagoniste soupira de soulagement et se dit heureux qu'il ne soit pas derrière cet étrange événement. Lucas, confus, demanda de quoi il parlait. En bref, Izaki leur lança un sort de glace, ajoutant que les membres de haut rang de Helheim ne révèlent pas leur nom et que s'il ne fait pas de même, alors il ne vaut rien pour Helheim. La bande n'eut pas le temps de comprendre ce qui s'était passé avant d'être entièrement recouverte de glace. Le protagoniste désigna Lucas maintenant gelé et demanda « Il le sait, n'est-ce pas, ce n'est pas lui qui a gelé la forêt. » Le protagoniste expliqua qu'il avait pris 1458 vies durant le mois où il était ici. Lucas était presque entièrement recouvert de glace, mais il ne comprenait toujours pas ce que cela signifiait. Izaki jeta un coup d'œil à sa main droite et dit « S'il ne comprend pas ce que ça veut dire, alors il n'est certainement pas un membre de Helheim. » Il claqua des doigts et Lucas vola en éclats. Le protagoniste ajouta calmement « Et ne t'avise plus jamais d'usurper le nom d'Helheim. » Le protagoniste marqua une pause et réalisa qu'Helheim était vraiment devenu si célèbre que ses fantasmes ridicules se propageaient à travers le monde. Il se gratta la tête et réalisa que le surnom ressemblait tellement à quelque chose qu'il aurait pu inventer lui-même que ça lui donnait mal à la tête. Le protagoniste jeta un coup d'œil sur le côté et vit la princesse en position de combat. Elle lui demanda d'une voix forte « Alors c'est toi qui es derrière tout ça qui a fait ça à la forêt. » Izaki s'excusa d'en avoir un peu trop fait et suggéra d'aller vaincre encore plus de démons. Asha lui ordonna d'une voix forte de ne pas bouger. La princesse, avec une pointe de peur dans la voix, demanda « Quel est ton but et pourquoi as-tu fait ça? » Le protagoniste se gratta le menton et pensa « Pour tuer des démons peut-être. » Le protagoniste savait que le roi démon était peut-être mort, mais que les autres démons étaient toujours en vie et attaquaient les gens. Il pensait que la princesse se montrerait compréhensive afin de pouvoir les vaincre. Le protagoniste vit la princesse agripper fermement son épée à deux mains, l'air nerveuse, et lui demanda poliment de ne pas avoir peur de lui. Asha abaissa son épée et déclara d'une voix forte qu'elle n'avait pas peur. Le protagoniste se présenta et ajouta qu'il n'était qu'un homme ordinaire. En entendant son nom, les yeux de la princesse s'écarquillèrent de surprise. Il l'informa qu'il était temps pour lui de partir car il avait encore des choses à faire.
Zaki lui fit un signe de la main et dit qu'il la remercierait s'il s'en souvenait. Asha resta immobile et répéta son nom. Elle réalisa qu'il s'agissait du roi mort, l'ennemi du héros, qui avait vaincu le roi démon et fondé la famille royale de Griffil. Le héros l'avait vaincu à de nombreuses reprises, et de plus, c'était un grand pécheur. Ayant pris la vie de 32 des compagnons du héros, Asha regarda sa main et comprit qu'elle ne pouvait pas le vaincre pour le moment. Mais s'il s'agissait vraiment du roi mort, elle n'avait d'autre choix que de l'abattre. Elle pensa à sa cité et jura sur le nom de la famille royale. L'assistant de Nidhogg rapporta que la mère d'arbre de Griff avait gelé. Nidhogg dit que cela ne ressemblait pas à de la magie ordinaire et que ce pourrait être l'œuvre d'un démon puissant ou du roi démon lui-même. Il supposa que ce n'était qu'une théorie et ordonna à son assistant d'informer l'empereur d'attendre des nouvelles. Les assistants acceptèrent l'ordre. Nidhogg regarda par la fenêtre et comprit qu'il n'y avait aucun doute, on l'attendait. Elle éclata de rire, l'appela par son nom et se transforma en une jeune fille aux longs cheveux. Nidhogg décida d'aller directement à sa rencontre. Izaki examina son statut et réalisa que la bénédiction de la mort fonctionnait comme la dernière fois. D'abord 100 vies, puis 1000, puis 2. Il savait que la montagne de cadavres l'élèverait à un nouveau niveau jusqu'à ce que tuer des démons devienne une seconde nature. Pensa le protagoniste, le visage empreint de tristesse. Tuer, tuer, tuer. Il secoua la tête et se dit qu'il ne servait à rien de se remémorer cela maintenant. Izaki jeta un coup d'œil dans les profondeurs de la forêt et remarqua quelque chose. Il leur ordonna de sortir sachant qu'elles étaient là. Le protagoniste pensa un silence et calmement peut-être qu'elle ne voudrait pas sortir tant qu'il ne ferait pas le premier pas. Il se demanda si elle n'aurait pas honte elle-même, vu que c'était lui qui avait eu cette idée, mais même lui se sentait terriblement embarrassé. Izaki expira et décida de s'en charger lui-même. Il cria d'une voix forte en direction de la forêt. « Sortez et prosternez-vous devant moi. » Garm et Nilf sortirent de la forêt saines et sauves. Il les regarda avec un sourire et leur dit à quel point il était heureux qu'elles aillent bien. Nilf ne le reconnut pas et demanda « C'est lui, le roi mort. » Izaki sourit et hocha la tête en signe d'approbation. Garm demanda doucement « Notre roi. » Le protagoniste confirma ses paroles même s'il aurait préféré qu'elles arrêtent de l'appeler ainsi. Les filles restèrent sans voix, le regardant en silence. Le protagoniste savait depuis combien de temps elles l'attendaient et dans ce cas, il ne pouvait pas les décevoir. Izaki baissa la tête et s'excusa de les avoir fait attendre si longtemps. Il tendit la main et annonça avec un sourire que le roi mort était de retour. Les larmes montèrent aux yeux de Nilf en entendant ces paroles. Elles le saluèrent et se précipitèrent pour l'étreindre. Garm, les larmes aux yeux, dit « Et pas pour longtemps ». Elle le salua et le serra dans ses bras à son tour. Izaki expira lourdement et les serra en retour. Nilf lui tendit sa cape et lui demanda de la prendre. Le protagoniste prit sa cape de Helheim et se souvint comment il l'avait délibérément découpée. Il regarda les filles avec un sourire et enfila la cape. Izaki dit « Honnêtement, je trouve toujours ça cool. » Les filles le regardèrent en silence pleine d'admiration. Le protagoniste suggéra qu'ils aillent trouver ceux qui s'étaient approprié leur nom et de les écraser de leurs propres mains. Il leur ordonna de le suivre et se retourna. Garm déclara « Tout pour le roi. » Izaki s'agenouilla et se prit la tête entre les mains. Nilf, la voix pleine d'inquiétude, demanda « Roi mort, que se passe-t-il » Il expira lourdement et dit « Tout va bien. Je suis juste mort un peu à l'intérieur. » Il ajouta « Tout ce cauchemar embarrassant, c'est ma crise d'ado, mais je suis content d'être de retour. » Izaki dit « Je suis de retour. » Le protagoniste dit aux filles qu'il avait gelé la mère d'arbre de Griff et qu'il suivait cette piste. Il montra la carte du doigt et dit qu'il semblait se trouver quelque part près de cette clairière. Nilf supposa que le paysage avait probablement changé au cours des longues années d'influence magique et démoniaque et que des zones auparavant inexplorées avaient été découvertes ces dernières années. Donc cette carte ne montrait malheureusement que la situation générale. Le protagoniste ajouta « C'est mieux que rien » et il montra la ville du doigt. Il lui dit doucement que s'il voulait mieux connaître la région, il devrait se rendre à la cité des voyageurs Lega. Nilf fut d'accord avec lui, ajoutant que ce serait la meilleure solution. Garm sourit et dit qu'elle n'était pas allée au Ghat depuis longtemps. Izaki se gratta le menton et suggéra « Là où les gens se rassemblent, l'information se rassemble et peut-être que… » C'est comme ça que nous pourrions en apprendre davantage sur ceux qui ont effrontément usurpé le nom de Helheim. Pas… Sapio. Garm murmura avec admiration. Le roi est incroyable, ajouta-t-elle avec un sourire. On dirait une personne ordinaire, le qualifiant de grand acteur. Nilf la corrigea et dit « Le roi est capable de tout, et puis ce n'est pas si difficile de jouer au type inoffensif, n'est-ce pas? Un roi mort. » Il sourit en silence et pensa « Un type normal, hein? » Il hocha la tête d'un air approbateur et se dit qu'après tout, il ne faisait qu'être lui-même. Ce serait le moyen le plus simple pour eux de recueillir des informations. Izaki avait l'intention de s'en tenir à ce plan. Il ajouta « De plus, pour certaines raisons, il est plus faible maintenant qu'au sommet de sa puissance et donc il comptera sur nous. »
Lui, répondit Nilf d'une voix forte. Elle le protégerait même au péril de sa vie. Elle pensa que c'était la première fois que le roi disait qu'il compterait sur elle. Le protagoniste sourit doucement et demanda « Vraiment ?» Il pensa qu'en réalité, il avait toujours compté sur elle. Il vit à quel point elle le vénérait et réalisa qu'il devait rapidement retrouver sa force. Izaki entendit des bruits étranges et se retourna. Ils virent un démon immense. Nilf remarqua qu'il s'agissait d'un démon et pas des plus faibles, ce qui signifiait qu'il se trouvait au moins dans une partie de niveau 5 de la forêt. Le protagoniste se demanda dans quel endroit pénible il avait été téléporté. Garm leva la main et se mit à supplier bruyamment, affirmant qu'on pouvait compter sur elle. Izaki lui jeta un coup d'œil et dit avec un sourire « Eh bien, il comptait sur elle. » Garm sauta de joie et poussa un cri. Elle chargea et se posta devant le démon. Le démon tenta de la frapper mais la manqua. Garm esquiva, tira la langue et nargua le démon. Le démon frappa de nouveau, touchant la jeune fille. Nilf laissa échapper un soupir inquiet et observait en retrait. Garm se releva, s'épousseta et fit remarquer qu'il était fort mais que ses ruses ne fonctionneraient pas. Le protagoniste la regarda et sourit, remarquant que Garm était parfaite. Elle chargea, possédant le corps indestructible d'une bête. Elle attrapa le démon et le tua. Izaki la regarda et dit que c'était impressionnant. Comme toujours, Nilf ajouta que même en tant qu'alliée, elle était surprise par cela. Garm avait une capacité, un corps de bête indestructible qui la protégeait de tous les dégâts sauf les coups fatals. Elle ne pouvait donc être vaincue que par un seul coup, incroyablement puissant. Étant une femme bête, elle était déjà très résistante. Mais même parmi les siens, ses capacités se démarquaient car elle était vraiment hors norme. Garm sourit le visage en sang et demanda « Alors ?» Le protagoniste la remercia, disant qu'il savait qu'il pouvait compter sur elle. Il vit le sang sur son visage et l'aida à l'essuyer. Garm gloussa doucement car cela la chatouillait. Izaki se souvint qu'elle avait toujours été la plus turbulente. Il était content qu'elle soit de son côté. Ils arrivèrent à la cité des voyageurs et virent des passants en train de crier. Nilf remarqua les voyageurs agités et demanda « Que se passe-t-il » Le protagoniste les regarda et pensa à quel point Goth lui était nostalgique, car c'était la première ville où il s'était retrouvé après avoir été invoqué. Il baissa tristement le visage. Garm le remarqua et lui demanda ce qui n'allait pas. Il répondit « Rien. Commençons à recueillir des informations. » Le protagoniste savait qu'il était impossible d'exclure la possibilité que le groupe se faisant passer pour Helheim comprenne de véritables membres de la société. Mais si c'était le cas, les dégâts seraient bien plus importants. Il entra dans la taverne et réalisa qu'il devait arrêter de s'attarder sur des choses inutiles. Izaki décida de tout découvrir sur leurs intentions, leurs comportements et leurs traces. Il passa devant les gens en direction du comptoir, mais tout le monde commença à le remarquer. Il pensa qu'il devait trouver des aventuriers bavards. Il se mit à regarder autour de lui et pensa que la coiffure, l'allure, l'équipement en cuir étaient ceux d'un débutant. C'étaient des aventuriers de 2e ou 3e niveau du même village ou quelque chose comme ça. Cela signifiait qu'il ne serait pas si difficile de les faire parler. Alors tout était décidé. Un aventurier inquiet, Ando, dit qu'il avait trop bu. Il commença à partir, s'excusa et dit qu'il allait vomir. Elle lui demanda s'il allait bien. Peut-être qu'elle devrait l'accompagner. Il refusa et quitta le bâtiment. Le personnage principal s'approcha d'elle et lui demanda si elle était seule. Elle secoua la tête et dit qu'elle était là avec un ami. Il s'assit à la même table qu'elle et dit « Alors je m'assois ». Elle s'en indigna et dit qu'elle l'avait prévenu. Il lui demanda d'attendre et dit qu'il voulait juste poser quelques questions. Où était-elle contre? Au même moment, sa sœur Huka marchait dans la rue avec d'autres étudiantes et pensait que son frère s'était réveillé en retard aujourd'hui, se demandant s'il arriverait à l'heure. Un garçon s'approcha d'elle et lui souhaita le bonjour. Elle passa son chemin et lui répondit avec indifférence. Il dit embarrassé que, comme aujourd'hui était une journée courte, il voulait savoir si peut-être il n'eut pas le temps de finir car elle l'interrompit et dit qu'elle avait déjà promis de retrouver son frère. Il était déçu et dit que c'était compréhensible. Alors une autre fois, elle continua son chemin en pensant à la personne qu'elle aimait son frère. Par exemple, son visage. Ils ressemblent à leurs parents. C'est tout à fait normal qu'il soit beau. Modèle. De plus, il se soucie de sa famille et était particulièrement gentil avec eux. En d'autres termes, son frère est incroyablement beau, gentil et ils sont proches depuis l'enfance. Elle est entrée dans le bureau en pensant qu'il n'y avait aucune raison de ne pas l'apprécier. Les histoires d'amour de ses camarades ne l'intéressent pas. Soudain, elle et ses camarades de classe ont été téléportés dans un espace blanc inconnu. Ils étaient tous très inquiets de ce qui s'était passé. Ils ont commencé à paniquer et ont demandé à voix haute « Qu'est-ce que c'est que cet endroit et où est passé le bureau? Tout est blanc ici, elle ne voit rien. Que devrait-il faire maintenant? Un dieu est venu à eux et a dit que ça avait commencé. Ils avaient tous été invoqués dans un autre monde et devaient maintenant faire de leur mieux. » Yoka la regarda et demanda « Elle a dit un autre monde! » Les étudiants furent très surpris par cela et posèrent de la même question. Ils demandèrent à voix haute « Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un isekai? » Le principal problème avec les extravertis, c'est qu'ils ne connaissent rien aux invocations dans d'autres mondes.
De quoi parle-t-elle au juste? Elle doit les ramener au bureau? Elle s'est approchée d'eux calmement et a dit que tout irait bien. On s'occuperait de tout le monde. Elle s'en assurerait pour qu'ils puissent se détendre et profiter de la vie dans un autre monde. Yoka leva la main, leur demanda d'attendre et dit qu'elle ne voulait pas de ça. Le dieu la regarda et dit que l'invocation n'était pas de son fait. Toutes les questions doivent être adressées aux habitants qui les ont invoqués. Maintenant, la partie amusante commence. Tous ceux qui sont invoqués dans un autre monde reçoivent une capacité, un pouvoir spécial, une compétence. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Ils doivent utiliser leur pouvoir pour aider l'invocateur. Et le reste du temps, ils peuvent en disposer comme ils le souhaitent, pas d'études ni de travail. Ils peuvent s'entourer de femmes ou d'hommes, courir après la richesse ou la gloire. Ils passeront dans l'ordre où ils toucheront cette sphère. Ils peuvent commencer maintenant. Les étudiants furent heureux d'entendre cela et allèrent immédiatement toucher la sphère. L'étudiant qui avait précédemment essayé de parler à Huka lui tendit la main et dit qu'il devrait y aller aussi. Elle resta calmement sur place et dit qu'elle lui demandait de passer devant. Elle voulait réfléchir seule. S'il y allait, il devait y aller seul. Le dieu la regarda et demanda « Tu n'y vas pas. Ça va bientôt se fermer, tu sais. » Elle le regarda et demanda si elle refusait d'y aller. Que se passerait-il alors? Elle se tenait à côté de la sphère et dit que quiconque n'irait pas resterait enfermé dans cet endroit blanc pour toujours. Elle dit poliment avec une expression calme qu'elle demandait à être ramenée. Elle répondit qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle leva les mains et demanda d'une voix effrayante « Et si je vous tuais? » Elle fut effrayée par cela et demanda comment elle pouvait dire une chose pareille. Cependant, malheureusement, elle ne pouvait pas mourir. Rien ne fonctionnerait pour elle. Elle y réfléchit et le dieu lui demanda son nom. Elle le regarda d'un air pensif et se présenta. Elle fut surprise en l'entendant et dit que c'était donc ça. Son frère a récemment disparu pendant environ 1 mois, n'est-ce pas? J'ai deviné pas vrai. La réponse à cette énigme se trouve droit devant. Uka la regarda et pensa « Cette femme connaît le secret de mon frère. Si c'est le cas, je pourrais rentrer à la maison comme lui, n'est-ce pas? » Elle demanda si après avoir terminé la mission, elle pourrait revenir. Elle répondit que ça avait fonctionné pour lui. Elle regarda la sphère et pensa qu'il s'agissait en fait d'un aller simple sans garantie de retour. Elle toucha la sphère et le dieu resta debout à cet endroit se demandant combien survivrait cette fois-ci. Au même moment, le protagoniste demanda « Je suis revenu ici récemment, mais il y a eu une sorte d'agitation. Sais-tu quelque chose à ce sujet? » L'aventurière répondit qu'apparemment un démon de niveau de puissance moyen était apparu dans la zone inexplorée du 3e niveau, la cage du champ de bataille. Plusieurs personnes ont également disparu en même temps. Il demanda « C'est arrivé dans un endroit pareil. Est-ce que tu vas bien? » Elle fut très embarrassée, rougit et dit que c'était probablement le cas. Ce démon sous la forme d'une immense armure est sans doute le coupable. Tout le monde dit que c'est à cause de ce démon. Si ça t'intéresse tant, pourquoi ne pas regarder le tableau d'affichage des personnes disparues? Il dit avec une expression pensive qu'il voulait demander une dernière chose. « Avais-tu entendu parler de Helheim? » demanda-t-elle. « Tout le monde dans l'Empire les connaît maintenant, n'est-ce pas? » Il répondit que cela semblait être le cas. Au fait, sais-tu ce qu'ils font ou quelque chose du genre? Elle s'en souvint et dit qu'ils font quelque chose comme exaucer les vœux des tribus démoniaques. Il semble qu'ils soient constamment impliqués dans des vols, des enlèvements et des meurtres dans l'Empire. Tôt ou tard, il semble qu'ils seront pourchassés à travers tout le continent. Il la remercia pour l'histoire et dit qu'elle l'avait beaucoup aidé. Elle fut très embarrassée, détourna le regard et dit qu'elle était heureuse d'avoir pu aider. Ando retourna à la taverne et appela Nîmes. Elle fut très surprise en l'entendant. Elle se retourna et demanda d'une voix confuse « Est-ce que ça va? » Il rit et lui demanda pourquoi elle rougissait autant. Elle était sur le point de dire quelque chose, détourna le regard et demanda où il était allé. Au même moment, Nilf marchait dans les bas-fonds, tomba sur une mission et se dit qu'elle avait besoin d'informations. L'homme la regarda et lui demanda si elle avait de l'argent. Sinon, il pourrait l'échanger contre une nuit. Il lui tendit la main, mais elle le contourna à une vitesse incroyable et se dirigea vers les types assis à la table. Elle appela l'un d'eux « chef » et dit qu'elle avait besoin d'informations. Celle-ci s'échange contre d'autres informations ou de l'argent. Elle était déjà fatiguée d'avoir affaire à des déchets qui ne comprenaient pas cela. Il fut surpris par ce qui s'était passé et pensa qu'elle avait immédiatement compris que c'était lui le responsable ici, avec une expression calme sur son visage. Elle dit qu'elle avait besoin d'informations sur Helheim. Plus elles étaient fraîches, mieux c'était. Il répondit qu'on ne savait rien de concret à leur sujet, principalement que des rumeurs. Il attrapa son gobelet d'alcool et dit que cependant il y avait une chose qui pouvait être liée à l'agitation du moment. Il faillit le prendre, mais fut très surpris quand il disparut au dernier moment. Il regarda l'endroit et pensa qu'il était sûr d'avoir pris la coupe et qu'il était prêt à le jurer. Cependant, pourquoi était-elle là? Demanda-t-il. Était-ce elle qui avait fait ça? Elle garda le silence et il pensa qu'une informatrice qui contrôlait le temps, existait-elle vraiment? Il dit que le paiement pour les informations n'était pas nécessaire. Une preuve de leur existence suffirait.
Au même moment, Garm marchait dans la rue et se disait qu'elle n'avait trouvé presque aucune information. Elle déboucha sur une rue animée où de nombreuses personnes discutaient de quelque chose et se dit qu'il y avait trop de bruit ici. Elle tendit l'oreille et entendit les gens dire que c'était Niflheim. Ils ne pensent pas pouvoir rester ici pour un si bas niveau. On dit qu'un démon puissant est apparu. C'est si effrayant. Il a entendu dire que des gens disparaissent à nouveau dans la cage du champ de bataille. Ils sont définitivement fichus. Il semble que Niflheim soit impliqué là-dedans. Elle soupira de mécontentement et se dit que si elle montrait de telles informations aux autres, elle ne serait certainement pas félicitée. Soudain, elle entendit son nom et avec une certaine surprise pensa qu'il savait qu'elle avait utilisé son pouvoir. Comme prévu, le roi savait tout. Après cela, ils se sont tous réunis dans la pièce et il a dit que les personnes disparues se trouvaient dans une zone inexplorée, un démon de niveau intermédiaire dans cette zone de 3e niveau. S'ils mettaient tout ce qu'ils avaient découvert ensemble, 2 choses deviendraient claires. 7 personnes avaient disparu. La première, il y a 1 mois, demanda-t-elle. Ce démon n'était-ce pas celui qu'elle avait vaincu plus tôt? Elle était sur le point de dire autre chose, et Nilf acquiesça et dit que des humains étaient impliqués. Les démons restaurent leur mana en absorbant la force vitale des autres. Le démon moyen ne survivrait jamais dans une zone de si bas niveau, dit-il avec une expression pensive, ce qui signifiait que quelqu'un le nourrissait. Il devrait retourner à la cage du champ de bataille. Au même moment, 3 aventuriers entrèrent dans la grotte et furent surpris en voyant le démon mort et demandèrent « Il est mort. Qui a bien pu le tuer? » Même si c'était un simple explorateur, ce n'était certainement pas une personne ordinaire. On ne savait pas ce qui se passait. Ils devraient retourner en ville pour le moment. L'homme qui se tenait derrière eux leur dit d'attendre. Ses 2 camarades avaient été tués. Ils voulaient prendre leur carte d'explorateur. Pourrait-il l'aider? Les 2 aventuriers le regardèrent et acceptèrent de l'aider. Il traversa la grotte et dit que c'était ici. Ils devaient le suivre. Ils arrivèrent à cet endroit et virent un cul-de-sac, ce qui les dérouta un peu. Et ils demandèrent « C'est vraiment ici? » Soudain, le sol sous les aventuriers s'effondra et ils crièrent que ça faisait si mal. Est-ce qu'il va bien? Mais l'aventurier à lunettes leva les yeux, vit l'homme qui les avait amenés ici et demanda « Il va bien, n'est-ce pas? Il doit nous sortir de là. » Un autre aventurier baissa les yeux et demanda avec une expression effrayée « Il y a 3 corps. » Il les regarda et demanda « N'avait-il pas dit qu'il y en avait 2? » Il regarda la carte, y vit son visage et dit « En plus, cette carte est sa carte d'explorateur, n'est-ce pas? Alors qui est-il? » Le visage de l'homme commença à changer et avec une grimace effrayante, il dit que c'était un succès total. Une multitude de fourmis géantes se rassemblèrent autour des aventuriers et il les appela chers explorateurs et dit « Bienvenue sur le terrain de reproduction du diable. À ce que je vois, c'est votre première fois ici, n'est-ce pas? » Il se transforma complètement en monstre et dit qu'il était le 57e démon supérieur, le chef de haut. C'était leur belle rencontre d'adieu. Il leva les mains au-dessus de sa tête et dit à voix haute qu'ils devaient lever leur verre de sang. Il pensa que les démons supérieurs sont des démons qui égalent et même surpassent l'esprit humain. Un rassemblement de démons qui suivent le roi et détruisent les gens. Ils s'attribuent des rangs hiérarchiques. Le rang le plus élevé est le roi, puis le monarque, le prince, le marquis et le comte. Enfin le chef. Il dépasse le cadre établi. Il ne constitue pas une menace directe, mais ses pensées sont dégoûtantes et monstrueuses. Un individu qui affiche son pouvoir en soumettant d'autres démons. Il était capable de se transformer lui-même ainsi que d'autres êtres vivants. Il regarda les aventuriers qui se faisaient attaquer par des monstres et leur dit de se remettre sur pied. Il éclata de rire et déclara qu'il avait enfin réussi à atteindre son but étape par étape en transformant les chercheurs en démons. Il ne s'attendait certainement pas à ce que son chef-d'œuvre, l'armure créée, en transformant ces gens, soit détruit. Cependant, s'il parvient à rassembler ne serait-ce qu'un tel nombre de démons de classe moyenne, le réveil du roi ne saurait tarder. Le démon créé de manière inattendue fut scellé dans un cristal de glace et entendit quelqu'un demander « Il les a sous-estimés, n'est-ce pas? » Il regarda sur le côté et vit le protagoniste qui, d'un air calme, dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'il s'agirait d'un démon suprême. Au même moment, un groupe d'étudiants se retrouva dans le palais royal et l'homme en face d'eux leur dit « Alors il semblerait que les derniers héros soient arrivés. Bienvenue dans le royaume sacré de Gryffil. Je suis le roi de ce royaume, mon nom est El. » Il leur demanda de l'aide pour mettre fin aux atrocités de Helheim, le cristal d'hostilité qui se propage à travers ce monde. Il les implora d'unir leurs forces pour vaincre le roi des morts. Voici ma fille Asha. Elle a été choisie par la sphère d'invocation magique d'un autre monde pour en devenir la propriétaire. Elle vous accompagnera en tant que guide. Les étudiants discutaient de son apparence et Yoka se dit qu'elle devrait prendre la parole maintenant. Elle s'approcha d'eux, se présenta et déclara qu'elle était la 5e princesse de ce royaume. Elle les appela jeunes héros et leur dit qu'elle sollicitait leur aide. Pour commencer, laissez-moi évaluer vos talents uniques. Les étudiantes la suivirent en se demandant ce qu'étaient ses talents. C'est un truc du genre faire sortir du feu de sa main. C'est de ça que parlait la fille en t-shirt.
J'espère vraiment avoir un talent complètement surpuissant. Elle marchait avec les autres en pensant qu'elle voulait rentrer chez elle. Asha arriva dans la bonne pièce et leur demanda d'entrer un par un afin de procéder à l'évaluation. L'un des étudiants remarqua des chevaliers armés dans la pièce et demanda s'ils allaient vraiment se battre. Uka entra dans la pièce et utilisa immédiatement sa magie de glace qui frappa tous les chevaliers présents. La princesse se précipita vers elle, l'appela à voix haute et lui demanda si elle savait vraiment utiliser la magie de glace. Dans le monde moderne, cette technique a été perdue et le seul qui la possède encore est le roi des morts. Elle demanda avec une expression indifférente « C'est vraiment vrai ». Soudain, une fenêtre de système apparut devant elle affichant son nom et la magie applicable magie humaine. Talent favorite de l'étoile d'argent. Augmente la force magique et physique lors des combats en environnement glacial. Maintient l'effet d'esquive et de contre-attaque automatique. Sœur du roi des morts de glace. Preuve de l'intérêt d'un dieu dépassant la limite de développement de la magie de glace.